Le rire dans la science est un phénomène rare. Cependant, les prix IG Nobel se concentrent sur des recherches amusantes et nous offrent l'occasion de nous divertir. Créés en 1991, les prix IG Nobel, ou comme on les appelle familièrement, les Snobel, sont une parodie bienveillante du prix Nobel. Ils sont décernés pour des réalisations qui font d'abord rire, puis réfléchir. La cérémonie de remise des prix est remplie d'événements marquants, y compris des mini-opéras, des démonstrations scientifiques et les fameuses conférences 24 sept, où les scientifiques expliquent leurs recherches deux fois, une fois en 24 secondes et une seconde fois en seulement 7 mots. Les discours des lauréats sont limités à 60 secondes. Et bien que les travaux récompensés puissent sembler drôles au premier abord, cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas de valeur scientifique. Passons donc à la nomination en physiologie. Peut-être vous souvenez-vous de cette blague pour enfants sur un hérisson qui a appris à respirer par son derrière, puis s'est assis sur une souche et s'est étouffé. L'équipe de scientifiques japonais, dirigée par Ryo Okabe, a probablement entendu cette blague aussi et a décidé de tester si les mammifères pouvaient respirer par l'anus, comme le font certains poissons et concombres de mer. Tout a commencé pendant la pandémie de Covid-19, lorsque les appareils de ventilation artificielle faisaient cruellement défaut. En cherchant des méthodes alternatives, les chercheurs se sont penchés sur le modeste loach, un poisson capable de respirer par son anus grâce à une grande quantité de capillaires dans ses intestins. Ils se sont dit, pourquoi ne pas essayer cela sur des mammifères? Et devinez quoi? Ils ont effectivement mené des expériences sur des souris et des micropores, leur administrant de l'oxygène, oui, par voie anale. Les résultats ont été impressionnants. Cette méthode de respiration peut vraiment sauver de l'insuffisance respiratoire sans complications majeures. Qui aurait pensé que des lavements d'oxygène pourraient être si efficaces? Cette découverte pourrait ouvrir de nouveaux horizons en médecine et aider les patients ayant besoin d'une assistance respiratoire. Tu aurais dû depuis longtemps apprendre à respirer par ton derrière. Je vois bien que tu commences à le faire en reniflant tes chaussons que j'ai préalablement arrosés. Passons à la nomination suivante pour la paix. Et quelle paix sans missiles, n'est-ce pas? L'histoire a commencé au début des années 40 du XXe siècle. Les Américains ont alors conçu le missile Pelican. Le missile était tellement bourré d'explosifs qu'il n'y avait plus de place pour les systèmes de guidage volumineux. C'est alors que le psychologue américain B.F. Skinner a proposé d'utiliser des pigeons pour diriger les missiles. Oui, des pigeons. Alors que le monde était au bord de la catastrophe, Skinner estimait que des questions éthiques telles que l'utilisation d'animaux dans des opérations militaires étaient un luxe en temps de paix. Skinner avait remarqué que les pigeons distinguaient bien les motifs et pouvaient réagir avec précision à des images visuelles. Il a donc décidé de les entraîner à viser des cibles spécifiques. Les pigeons étaient placés dans un harnais spécial au-dessus d'un écran où ils picoraient les images des cibles projetées sur une plaque transparente. C'était un peu comme une caméra obscura. Pour renforcer la fiabilité du système, il a été décidé d'utiliser non pas un, mais 3 pigeons simultanément, au cas où l'un d'eux se laisserait distraire au moment crucial. Cependant, malgré des résultats impressionnants, Skinner a rencontré du scepticisme. Un jour, il plaisanta même en disant qu'il était plus facile d'entraîner un pigeon qu'un physicien du comité. Bien que l'expérience avec les pigeons ait été un succès, le comité scientifique qui assistait à la démonstration n'a pas pu prendre au sérieux un oiseau dirigeant un missile. Cela leur paraissait trop fantastique, et au lieu d'admiration, il y eut plus de sourires réprimés. Bien que le système de guidage par pigeon ne nécessitait pas de ressources rares, était simple à fabriquer et pouvait être produit en série en seulement 30 jours, le comité a rejeté l'idée. L'attention militaire était déjà concentrée sur le projet Manhattan, et Skinner se retrouva avec un équipement soudainement devenu inutile et quelques dizaines de pigeons devenus experts en géographie du littoral du New Jersey. Et pourtant, dans les années 50, le projet fut brièvement relancé sous le nom de Orcon, et bien que les pigeons ne soient plus utilisés, cette idée a contribué au développement de nouvelles technologies pour les radars. Skinner n'a jamais perdu foi en ses idées folles, et peut-être que c'est en partie grâce à de telles expériences que la science fait parfois des avancées inattendues.
Dommage qu'ils n'aient pas poursuivi leurs recherches. Un pigeon de la paix dirigeant un missile nucléaire serait un symbole génial. Nomination physique. Des expériences assez surprenantes pour la physique. James Liao, un physicien qui étudie l'hydrodynamique des poissons, s'intéresse depuis des années à la manière dont les poissons peuvent réduire leurs dépenses énergétiques en nageant. Liao et son équipe ont émis l'hypothèse que les poissons étaient capables d'utiliser les tourbillons d'eau pour réduire leur résistance et littéralement suivre le courant sans dépenser leur propre énergie. Les tourbillons formés derrière d'autres objets peuvent servir de source d'énergie, permettant aux poissons de se déplacer plus efficacement dans l'eau. Ce concept ressemble à une sorte de surf sur les courants d'eau. Pour tester cette hypothèse, Liao et ses collègues ont choisi la truite arc-en-ciel, un poisson connu pour sa capacité à minimiser ses dépenses énergétiques en nageant. Les recherches précédentes de Liao ont montré que la truite modifie ses mouvements pour se synchroniser avec les tourbillons dans l'eau, ce qui lui permet de nager plus efficacement. Cependant, la partie la plus intéressante de l'expérience a été l'utilisation d'une truite morte pour prouver que même sans effort actif, le poisson pouvait nager grâce à l'énergie des courants. Les scientifiques ont placé un poisson mort dans un tourbillon et ont été surpris de voir comment il a commencé à bouger, imitant les mouvements qu'un poisson vivant ferait, utilisant l'énergie des courants. Comme l'a dit Liao lui-même, le poisson mort continuait à remonter le courant grâce au tourbillon, même s'il ne pouvait plus s'arrêter. Les chercheurs ont également mené des expériences similaires avec des matériaux rigides en aluminium pour confirmer leurs résultats. Les expériences ont montré que des objets pouvaient utiliser l'énergie des courants pour surmonter leur propre résistance, sans dépenser aucune énergie. Cette expérience a non seulement apporté une nouvelle compréhension de la façon dont les poissons économisent de l'énergie, mais elle a également ouvert de nouvelles perspectives pour la recherche dans les domaines de l'hydrodynamique et de l'énergie. Truite avec du papier aluminium près du courant. On dirait que ces expériences ont eu lieu lors d'un barbecue sauvage. Prochaine nomination, anatomie. Est-il possible que la direction des tourbillons de cheveux sur la tête d'une personne dépende de l'hémisphère dans lequel elle vit? C'est une question qui, à première vue, semble peu sérieuse, mais qui a intrigué un groupe de chercheurs dirigé par Marjolien Willems. Leur étude visait à découvrir une éventuelle corrélation entre la direction des tourbillons de cheveux, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, et la localisation géographique, c'est-à-dire s'il existe une différence entre les habitants de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Les tourbillons de cheveux attirent depuis longtemps l'attention des chercheurs. Certaines hypothèses suggéraient même un lien entre eux et certaines caractéristiques physiques ou cognitives, telles que la dominance manuelle ou même l'orientation sexuelle. Cependant, ces hypothèses ont été réfutées. Willems et son équipe ont décidé de se concentrer sur une autre question. Comment les facteurs géographiques pourraient influencer la direction des tourbillons de cheveux? Les chercheurs ont mené une étude rétrospective sur 3 groupes d'enfants. Une population générale de l'hémisphère nord, Paris, France, une population générale de l'hémisphère sud, Santiago, Chili, et un groupe de jumeaux identiques nés à Paris. Les résultats ont montré que chez les jumeaux, les tourbillons de cheveux tournaient souvent dans la même direction, ce qui témoigne d'une influence génétique significative. Cependant, chez les enfants de l'hémisphère sud, les tourbillons étaient plus souvent orientés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui pourrait indiquer une influence environnementale, bien que les particularités génétiques de la population spécifique ne pouvaient pas être exclues. Bien que les chercheurs aient même évoqué la possibilité de l'effet de Coriolis, le même effet qui, selon la légende, fait tourner l'eau dans les éviers dans des directions différentes selon l'hémisphère, cette affirmation a été démentie depuis longtemps. Willems et ses collègues ont tout de même laissé ouverte la possibilité de futures recherches sur la question. En même temps, ils ont reconnu qu'il était peu probable qu'il existe un lien direct entre la direction des tourbillons de cheveux et les conditions géographiques. Ainsi, bien que l'idée des tourbillons de cheveux comme phénomène géographique semble fantastique, cette étude a soulevé des questions intéressantes sur l'interaction entre les facteurs héréditaires et environnementaux dans le corps humain. Je pense que le plus grand défi pour les scientifiques était de garder leur sérieux pendant ces expériences.
Prochaine nomination, démographie. La mortalité humaine est une réalité inévitable, mais il y a toujours quelques personnes qui semblent défier les lois de la nature et vivent plus de 100 ans. Les scientifiques sont depuis longtemps fascinés par ces personnes, en particulier par leur concentration dans ce que l'on appelle les zones bleues, des régions géographiques où les gens vivent généralement plus longtemps. Parmi les explications courantes de ce phénomène figurent une alimentation saine, riche en légumes, des liens sociaux solides et des traits génétiques particuliers. Cependant, seul Justin Newman a abordé ce sujet de manière plus critique, remarquant des schémas étranges. Il a constaté que la longévité dans certaines zones bleues était moins liée à des conditions de vie favorables qu'à des facteurs tels que la pauvreté, de faibles revenus par habitant et même un taux de criminalité élevé. Cela contredisait les points de vue établis, et Newman a décidé d'examiner de plus près les données démographiques. Les résultats de son enquête ont été stupéfiants. Dans toutes les zones bleues qu'il a analysées, il a trouvé de nombreuses erreurs dans les registres de naissance et de décès. Par exemple, en 1997 en Italie, environ 30 000 personnes percevaient encore des pensions bien qu'elles soient décédées depuis longtemps. En 2000, le recensement au Costa Rica a révélé que 42% des citoyens âgés de plus de 99 ans avaient mal indiqué leur âge. Cela a considérablement réduit le nombre de centenaires dans cette région et abaissé l'espérance de vie moyenne. Et en 2010, au Japon, plus de 230 000 personnes supposées être des centenaires étaient portées disparues, inventées ou décédées depuis longtemps, ce qui représentait 82% d'erreurs dans les registres. Newman a fait remarquer que dans tout autre domaine scientifique, la découverte d'un tel nombre de données falsifiées aurait provoqué un scandale majeur. Cependant, en démographie, ces erreurs semblent ne pas recevoir l'attention qu'elles méritent. Ces recherches nous font réfléchir à la question de savoir si les zones bleues sont réellement des foyers de longévité exceptionnelle ou si elles ne sont que le résultat d'une gestion imparfaite des registres. Voilà ce que je me disais. Quand tu te vantes de ton attribut masculin, méfie-toi de la personne avec une règle. Nomination suivante, médecine. Nous connaissons tous les longues listes d'effets secondaires possibles qui accompagnent les notices des médicaments. Il semble que les meilleurs médicaments soient ceux qui n'ont aucun effet secondaire, n'est-ce pas? Surtout en prenant en compte l'effet nocebo, lorsque l'attente d'effets secondaires augmente la probabilité de leur apparition. Cependant, Li Wensheng et son équipe ont décidé de tester une hypothèse alternative. Et si même de faux effets secondaires pouvaient rendre un traitement plus efficace. Dans leur étude, ils se sont penchés sur ce qu'on appelle les placebos actifs, des faux médicaments qui ne contiennent aucune substance active pour traiter une maladie, mais qui provoquent des effets secondaires perceptibles. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que de légers effets secondaires pouvaient renforcer la croyance des patients en l'efficacité du traitement, amplifiant ainsi l'effet placebo. Pour tester cette hypothèse, Schenk et ses collègues ont invité 77 volontaires à participer à une expérience. Les participants ont été divisés en 2 groupes et informés qu'ils recevraient un spray nasal à base de fentanyl, après quoi on leur appliquerait une douleur thermique à l'aide d'un appareil spécial. On leur a également dit que le spray pouvait provoquer une légère brûlure dans le nez comme effet secondaire. En réalité, aucun des sprays ne contenait de fentanyl. Un groupe a reçu un spray neutre sans effet secondaire, tandis que l'autre a reçu un spray au capsaïcine qui a provoqué une légère brûlure, imitant ainsi un effet secondaire. Les résultats ont été impressionnants. Les participants ayant reçu le spray avec un faux effet secondaire ont signalé une douleur significativement moindre que ceux ayant reçu le spray neutre. Autrement dit, les gens ont ressenti un soulagement plus important de la douleur grâce à leur attente d'un effet secondaire et à leur croyance que le spray fonctionnait. Cette étude a montré que même les faux médicaments pouvaient être plus efficaces s'ils provoquaient de légers effets secondaires qui renforçaient la croyance des individus en l'efficacité du traitement. Qu'est-ce que cela signifie? Faut-il ajouter un peu de laxatif aux médicaments homéopathiques? Une idée extrêmement constructive. Nomination suivante, botanique. Il s'avère que certaines plantes peuvent être bien plus attentives que nous ne le pensions.
En 2013, des botanistes ont découvert une plante inhabituelle dans les forêts tropicales du sud du Chili, la liane Bocchilla trifoliolata. Cette plante a une capacité étonnante à imiter les feuilles de 3 espèces végétales différentes. De plus, elle reproduit non seulement la forme des feuilles, mais aussi leur couleur, leur orientation et le motif de leur nervure. Cette capacité a suscité de nombreuses questions. Comment B. trifoliolata s'adapte-t-elle si habilement à ses voisins? Plusieurs explications étaient possibles. Une hypothèse suggérait que la plante recevait des informations par des signaux chimiques émis par les plantes hôtes. Une autre hypothèse envisageait un échange génétique horizontal entre B. trifoliolata et la plante hôte. Mais que se passerait-il si les plantes avaient la capacité de voir? Jacob White et Felipe Yamashita ont décidé de tester cette idée en menant des expériences. Ils ont pris la liane Bocchilla trifoliolata et l'ont placée à côté de plantes artificielles en plastique, parmi lesquelles une imitation de vigne glycine. Les résultats de l'expérience ont surpris tout le monde. B. trifoliolata a commencé à imiter la forme des feuilles des plantes artificielles, sans même être en contact direct avec elles. Cette découverte a remis en question les hypothèses de signalisation chimique ou d'échange génétique, car les plantes en plastique ne dégagent pas de substances chimiques et ne peuvent échanger d'informations génétiques. Les chercheurs ont donc supposé que ce phénomène pourrait s'expliquer par une certaine forme de vision chez les plantes, un système leur permettant de percevoir visuellement leur environnement. Cette découverte ouvre de nouveaux horizons de recherche. Si les plantes sont capables non seulement de réagir aux signaux chimiques, mais aussi de voir ou même de percevoir des sons, cela pourrait radicalement changer notre compréhension de leurs capacités et de leur interaction avec leur environnement. Peut-être sommes-nous encore loin de comprendre la véritable complexité de la vie de nos voisins verts. Je comprends maintenant. Si un cactus se trouve à côté de l'écran, ce n'est pas un cactus. C'est juste que le propriétaire aime Pornhub. Nomination Probability. Le lancer de pièces est un moyen classique de résoudre des conflits ou de prendre des décisions qui semblent, à première vue, totalement aléatoires. C'est ainsi qu'il a été décidé qui des frères Wright volerait en premier en 1903 ou qui aurait le premier choix lors du draft de la National Basketball Association en 1979, ce qui a conduit Magic Johnson à rejoindre les Los Angeles Lakers au lieu des Chicago Bulls. Cependant, les physiciens affirment que le lancer de pièces n'est pas complètement aléatoire, mais déterminé par la mécanique classique de Newton. L'aléatoire survient en raison de légères variations des conditions initiales, telles que la position de départ, la force de poussée ou la vitesse angulaire. Il est généralement admis que la probabilité d'obtenir face ou pile est de 50-50, sans avantage pour un côté ou l'autre. Mais en 2007, le statisticien de Stanford Percy Diaconis a suggéré que lors du lancer, la pièce pourrait légèrement osciller, son axe de rotation changeant de direction dans l'air, prolongeant le temps pendant lequel la pièce reste du même côté en haut. Cela crée un léger avantage. La probabilité que la pièce tombe du même côté qu'elle a été lancée dépasse légèrement 50% et est d'environ 51%. František Bartoš et ses collègues ont décidé de tester cette hypothèse. Bien qu'il y ait eu de nombreuses études précédentes sur le lancer de pièces, depuis les expériences du comte de Buffon au XVIIIe siècle et les 40 000 lancers de 2009 destinés à tester l'hypothèse de Diaconis, les résultats restaient toujours peu convaincants. Bartoš et son équipe ont surpassé les tentatives précédentes, collectant des données sur 350 757 lancers effectués par 48 personnes. Tous, sauf 3, étaient co-auteurs de l'étude. Chaque lancer a été enregistré en vidéo pour en améliorer la précision. Les résultats ont confirmé l'hypothèse de Diaconis. Il existe bien une légère tendance à ce que la pièce retombe du même côté que celui du départ. Cependant, aucune préférence pour face ou pile n'a été détectée. Les chercheurs ont également proposé de tester à l'avenir si les lanceurs instables, ceux qui font plus osciller la pièce pendant le lancer, créent une plus grande inclinaison par rapport à ceux qui lancent plus régulièrement. Toutefois,
ils ont reconnu que cela nécessiterait des efforts considérables, notamment une analyse minutieuse des vidéos en haute résolution pour chaque lancer. Même la curiosité scientifique a ses limites en matière de monotonie. Rien de surprenant, tout a ses habitudes. Par exemple, une pierre est habituée à reposer au fond d'un lac, plutôt qu'à éclabousser près de la surface. Et même un idiot comme toi est habitué à manger et respirer par la bouche, et pas comme ces poissons de la nomination physiologie. Nomination, chimie. Tess Heremans et ses collègues ont décidé d'étudier les propriétés hydrodynamiques des gros polymères actifs, cherchant à savoir comment il serait possible de les séparer en fonction de leur activité. Habituellement, les polymères sont triés par taille, mais les chercheurs se sont intéressés à la question de savoir s'il était possible de le faire en fonction de leur activité, c'est-à-dire de leur mouvement. Pour cela, ils avaient besoin d'échantillons imitant la structure de grands polymères, et la nature avait déjà une solution toute prête. Les vers tubifex, des créatures segmentées longues, semblables à de longues chaînes de polymères. L'équipe a placé ces vers dans un canal spécialement conçu, similaire à ceux utilisés en chromatographie pour trier les polymères. Mais au lieu de polymères, il y avait des vers. Ils ont été divisés en deux groupes, actifs et inactifs. Pour rendre un groupe de vers moins actifs, ils les ont plongés dans un mélange d'éthanol, les rendant ainsi ivres. Pour faciliter la distinction entre les vers, du colorant bleu a été ajouté au mélange pour les inactifs, tandis que les actifs restaient rouges. Les résultats ont été extrêmement révélateurs. Les vers actifs et sobres ont traversé le canal sans difficulté et ont atteint la fin bien plus rapidement que leurs homologues ivres. Cela a démontré que le flux à travers un espace structuré peut efficacement trier les polymères actifs ou les vers en fonction de leur activité et de leur longueur. L'expérience a prouvé que la chromatographie est une méthode fiable de séparation des polymères actifs, même si, pendant un certain temps, ces polymères se transforment en vers ivres. Je savais déjà sans chromatographie que si tu ne rentres pas à temps le vendredi, tu arrives tard et bleu. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils utilisent un ver comme toi dans leurs expériences. Dernière nomination, biologie. En 1941, Fordicelli et William E. Peterson ont décidé d'explorer comment les vaches libèrent ou au contraire retiennent le lait pendant la traite. On sait que certaines vaches donnent facilement du lait, tandis que d'autres semblent le retenir, ce qui a longtemps suscité des questions chez les agriculteurs. Ellie et Peterson ont conçu une méthode assez inhabituelle pour tester l'influence de la peur sur le processus de libération du lait. Ils ont placé un chat sur le dos d'une vache en cours de traite mécanique, puis ont fait éclater des sacs en papier toutes les 10 secondes pendant 2 minutes près de l'animal. Il s'est avéré que les explosions seules des sacs en papier avaient un effet suffisant, donc le chat a été écarté, comme l'ont noté les auteurs avec humour. Lors de ces expériences, ils ont également étudié l'effet de l'adrénaline sur la capacité des vaches à libérer du lait en injectant directement cette hormone dans leur sang. Ellie et Peterson ont conclu que le processus de libération du lait est un réflexe conditionné qui survient en raison d'une pression intraglandulaire élevée causée par l'oxytocine dans le sang. L'oxytocine stimule la contraction des muscles des alvéoles et des conduits, ce qui libère le lait. La rétention du lait était liée à l'effet de l'adrénaline, qui inhibait la contraction musculaire, empêchant la création de haute pression dans les glandes. Peut-être que les injections d'adrénaline seules auraient suffi à tirer toutes les conclusions nécessaires sans l'intervention du chat ou des sacs en papier, mais où serait l'enthousiasme scientifique? Et après ça, vous vous étonnez encore que je pisse dans vos chaussons. C'est par peur que je trais, imbécile. Mettez des likes, des foutus j'aime pas, abonnez-vous, nourrissez Martin en utilisant le lien sous la vidéo, et à bientôt.